Bulletin de réinformation euro-identitaire numéro 2. L'Union européenne serait une dictature. La présidence de la Commission serait sa tête. Est-ce qu'il est vrai que l'Union européenne est si peu démocratique ? Il est incontestable que le président ou la présidente de la Commission et que les commissaires ne sont pas des gens élus directement par le peuple. Mais c'est le cas de beaucoup d'institutions nationales. En France, vous avez beaucoup de scrutins indirects. Vous avez les sénateurs, qui sont élus par les élus. Et par exemple, le Premier ministre et le gouvernement, bien qu'ils bénéficient d'une majorité parlementaire, ne sont pas directement élus. C'est aussi le cas dans beaucoup de pays d'Europe, comme l'Allemagne, où le président, par exemple Steinmeier en Allemagne, n'est pas élu par les citoyens, mais par la représentation nationale, c'est-à-dire les députés du Bundestag. Bon. Donc, là encore, c'est démocratique, mais indirect. Le Parlement européen a été mis en place en 1979 et il est élu largement à la proportionnelle. C'est intéressant de noter qu'en Allemagne, il faut 5% des voix pour avoir des élus au Bundestag, mais il n'y a pas de barre pour le Parlement européen. Paradoxalement, dans le cas français, la France a mis la barre de 5% aux élections européennes, ce qui limite la représentativité de ce Parlement, mais il reste préférable au mode de scrutin de l'Assemblée nationale, qui est beaucoup plus délicat. Ce Parlement européen a-t-il du pouvoir ? On verra que oui. Quant à la Commission, effectivement, à l'origine, elle a été mise en place sans qu'il y ait la moindre action dans le Parlement, puisque d'abord, il n'y avait pas de Parlement européen déjà. Et donc, en 1958, si on prend l'Europe des 6, eh bien, Walter Hallstein était choisi par consensus par les 6 chefs d'État et de gouvernement de l'époque, et chaque gouvernement a choisi son commissaire représentant le pays. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Et on va voir comment. Alors, en 2019, il y a eu des élections européennes, évidemment, et c'est le Parti populaire européen, le PPE, qui a gagné ces élections européennes. PPE, Parti populaire européen, c'est quoi ? C'est une coalition de partis de droite. Cela comprend les Républicains français, jadis l'UMP, cela comprend la CDU allemande, le Parti populaire espagnol, ça comprend aussi la Nouvelle démocratie grecque, ça comprend Forza Italia, etc. Donc ce PPE avait une tête de file qui s'appelle Manfred Weber, bien, qui est un membre donc de la CDU. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Donc le PPE a gagné les élections européennes, et donc le Spitzenkandidat, c'est-à-dire celui qui était à tête de liste de la liste qui a gagné, doit devenir président de la Commission. Donc vous voyez, on commence à mettre de la démocratie. L'idée de choisir le président par le biais donc du vote. Bien. Alors il y a eu quand même une attaque là-dessus, c'est-à-dire que Mme Merkel ne voulait pas de Manfred Weber à la Commission. Et elle avait arcasé une ancienne ministre de la Défense de son gouvernement, donc CDU, elle aussi, Ursula von der Leyen. Donc elle a proposé à Macron de dire on désactive le Spitzenkandidat, mais on reste avec un candidat allemand issu du PPE et de la CDU. Macron dit j'ai à recaser Madame Lagarde du FMI, donc je voudrais qu'elle soit à la Banque Centrale Européenne à Francfort. Il y a un deal qui est donc établi entre les deux. Et puis ensuite, il faut convaincre les autres pays, donc les désormais 27. À l'époque, il y avait encore les problèmes du Brexit en plus. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a un petit coup antidémocratique, c'est-à-dire que Manfred Weber n'est pas choisi. Mais bon, les électeurs qui ont voté pour LR ou la CDU s'en moquent complètement. Bien. C'est bien, là, le parti majoritaire, enfin en tout cas le parti qui a gagné, plutôt, une majorité relative, pas une majorité réelle. Et ensuite, eh bien, on répartit les postes et il y a des partages avec aussi la gauche, etc. Bon, voilà comment ça fonctionne. Donc malgré tout, c'est indirect. Alors surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que, donc, ok, les gouvernements se mettent d'accord pour proposer Ursula von der Leyen, mais ils la proposent, vous voyez la différence. Avant 1979 notamment, avant Lisbonne, ils ne la proposaient pas, ils disaient c'est un tel qu'on veut. Là, c'est plus pareil. Pourquoi ? Parce qu'il y a une validation par le Parlement. Alors, il y a 2 niveaux de validation. D'abord, la première validation, c'est il faut qu'il y ait 15 pays membres sur 27 qui se mettent d'accord sur le nom de la personne proposée. Donc, premier filtre, il faut une majorité à l'intérieur des chefs d'État et de gouvernement.
Deuxième filtre, il faut que le Parlement européen valide ce choix. Il peut refuser. Qu'il ne l'ait pas fait ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. Là, c'est question simplement de la composition du Parlement, qui est élu, qui est courageux ou pas. Elle a gagné de manière relativement nette en 2024, mais elle a gagné de justesse en 2019. Ensuite, chaque gouvernement va proposer à la Commission un commissaire. On voit que désormais, le président de la Commission peut essayer d'influencer ce choix. Et puis là encore, il y a une validation par le Parlement européen. On va prendre par exemple Sylvie Goulard. Sylvie Goulard, c'est une membre du MoDem, c'est une pro-européenne convaincue, qui est d'ailleurs opposée à la Turquie dans l'Union européenne, je précise, mais elle s'est retrouvée mêlée au scandale des assistants parlementaires du MoDem. Donc elle est proposée par Emmanuel Macron en 2019, et là le Parlement européen dit non, il la refuse. Donc là, Macron est obligé de proposer quelqu'un d'autre. Il va aller chercher Xavier Breton. Et Xavier Breton passera le cap des députés. Voilà comment ça a fonctionné. Donc vous voyez, président de la Commission, malgré tout, il est issu du groupe parlementaire qui a gagné les élections européennes, et les commissaires, ils peuvent être refusés, là aussi, par les parlementaires européens. Il y a une dimension démocratique. C'est sans doute insatisfaisant, mais je rappelle que les souverainistes refusent de toute façon, par idéologie, que les dirigeants de l'Union européenne aient du pouvoir et finalement une forme de mandat pour agir et une forme de représentativité et de légitimité démocratique. Bon. Il y en a quand même une malgré tout. Après, si les parlements européens avaient refusé Mme von der Leyen, elle était refusée. Et si les commissaires qui avaient été proposés avaient été refusés, c'est la même chose, les gouvernements devaient revoir leur copie. Il pouvait y avoir un bras de fer qui s'établisse entre le Parlement européen et le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement. Bien. Alors, comment ça se passe en 2024 ? Eh bien d'abord, il y a un congrès du PPE. C'est-à-dire que ces grandes formations se mettent d'accord autour d'une table, ils votent, et donc il y a eu un congrès du PPE, et dans ce congrès du PPE, il a été proposé que Ursula von der Leyen soit la candidate du PPE. Donc, le Parti populaire européen, à l'exception des Républicains de Bellamy, a apporté un soutien à sa réélection. Ils n'étaient pas obligés, c'est leur choix. Ensuite, il y a eu les élections européennes. Si les Européens ne voulaient pas qu'elle soit reconduite, il fallait faire battre le Parti populaire européen, en votant pour la gauche, par exemple, ou en votant pour les droites populistes, ou quoi que ce soit. Il fallait voter contre le PPE. Donc il fallait voter contre la CDU, en Allemagne, mais les Allemands voulaient peut-être que ce soit Leyen qui reste en place. Il fallait voter contre les partis de droite en question. Les Européens ont voté, là encore, en leur faveur, et les ont mis premier groupe. Donc, il fallait forcément un candidat du PPE. Et comme le PPE avait dit, c'est Mme von der Leyen notre candidate, eh bien, les chefs d'État et de gouvernement du Conseil européen l'ont reproposée. Cette fois-ci, elle a été choisie par eux, par 26 chefs d'État et de gouvernement sur 27. Et un seul s'est abstenu. C'est dire si elle a fait l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement, y compris Mme Meloni. Donc quand on dit qu'elle n'a pas été choisie démocratiquement, en tout cas 26 chefs d'État et de gouvernement en place sur 27 l'ont choisie. Et ils ont été élus, ces gens. Deuxième chose, le passage au Parlement européen à nouveau. Et dans ce cadre, eh bien, elle a largement gagné. C'est-à-dire que beaucoup de députés de gauche, du centre et de droite l'ont réélue. Donc, quand on nous dit qu'elle n'a pas été élue, qu'elle ne représente personne, etc., c'est faux. Elle a été choisie par les chefs d'État et de gouvernement qui, eux, sont élus, donc c'est indirect, et elle a été choisie par les parlementaires européens qui ont validé cela, et ça, c'est davantage direct. Vous voyez comment ça fonctionne ? Donc, vous voyez qu'on est loin d'une dictature, d'un politburo et autres. Aujourd'hui, le Parlement européen a un contrôle démocratique. Il a une possibilité de censurer cette commission. Donc il ne faut pas sous-estimer les choses. Ce n'est pas parce que les parlementaires européens actuels ne le font pas que cela leur est interdit ou impossible. Ils peuvent le faire, mais il faut bien voter. Comme je l'ai dit, si le PPE avait été battu aux élections européennes, Mme Ursula von der Leyen ne serait pas encore à la Commission. Si les députés européens l'avaient refusée, elle ne serait pas à la tête de la Commission. Donc c'est une responsabilité collective. Vous l'avez voulu, d'une certaine manière, vous, les Européens, de l'Union européenne en tout cas, par votre vote. Voilà comment ça fonctionne.
En revanche, est-ce que cette présidence de la Commission a beaucoup de pouvoir? Est-ce que la Commission a beaucoup de pouvoir? En fait, cette Commission n'a aucun pouvoir régalien. Il faut bien être clair là-dessus. L'Union européenne n'est pas un État. C'est une Europe des États souverains. Donc ce n'est pas un État fédéral ou proto-fédéral ou quoi que ce soit. Bien sûr, Madame von der Leyen se vante souvent de décisions qu'elle n'a pas prises, elle. Elle se met en avant parce que, évidemment, quand on a une fonction quelle qu'elle soit, on aime se mettre en avant même quand on n'a pas vraiment de pouvoir. Et ainsi, les souverainistes vont lui prêter des décisions contraires à la démocratie qui s'imposeraient aux États. En fait, tout cela est complètement légendaire, tout cela est faux. Lorsque, par exemple, Madame von der Leyen se vante d'avoir signé le Mercosur, de quoi s'agit-il réellement? Est-ce qu'elle a le pouvoir réel d'imposer le Mercosur? Pas du tout. Elle a peut-être signé le début du processus pour le lancer, mais il y a des validations démocratiques par les chefs d'État et de gouvernement, donc du Conseil européen, et par le Parlement européen, bien avant que le Mercosur rentre en ligne. Donc on dit, elle a imposé le Mercosur. Non, le Mercosur n'est pas en place. Il le sera à l'issue de ces votes. Et c'est vrai pour tous les sujets. Quant à la politique Covid, c'est un choix du Conseil européen d'avoir confié cela à la Commission. On comprend la logique, c'est-à-dire que les États de l'Union européenne veulent acheter en masse des vaccins. Bon, ça coûte moins cher à l'unité d'en acheter à l'échelle de l'Europe que d'en acheter par pays. Donc il y a eu la volonté des chefs d'État et de gouvernement, notamment Macron, de mutualiser l'achat. En mutualisant l'achat, il y a l'idée que ça coûtera beaucoup moins cher à l'unité. Voilà pourquoi ils ont choisi de confier à la Commission européenne la tâche d'acheter ces vaccins. Là encore, la Commission n'a qu'un rôle technique. De la même façon, les souverainistes les plus obsessionnels accusent l'Union européenne, et notamment la Commission, d'avoir imposé la politique Covid. C'est faux là encore, c'est d'une compétence nationale. Chaque État a mis en place sa politique vis-à-vis du Covid. Par exemple, la Suède n'a pas fait tout de la même façon. La Commission européenne, elle n'est compétente que dans la relation entre les États. J'explique simplement. Imaginez que vous avez donc la France, où vous avez ce pass sanitaire obligatoire. Vous ne pouvez pas prendre le train et aller au cinéma si vous n'avez pas votre pass sanitaire. Mais admettons que l'Allemagne voisine, qui a mis aussi en place, mais ne l'ait pas fait. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes allemand, vous avez le droit de venir en France, puisqu'il y a, comment dire, Schengen vous y autorise. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si vous êtes allemand, vous avez le droit de monter dans le TGV? Et que si vous êtes français, vous n'avez pas le droit, parce que dans un cas, l'allemand n'a pas besoin d'être vacciné, et le français a besoin de l'être. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour cette raison-là, seulement, que, effectivement, l'Union européenne a mis en place ensuite une sorte de passe européen qui permettait de résoudre ça. Mais ça n'a pas empêché les Suédois, qui ne voulaient pas être vaccinés, de ne pas l'être. Simplement, les Suédois qui n'étaient pas vaccinés ne pouvaient pas voyager en Europe comme ils voulaient, c'est tout. C'est ça que la Commission gère, les relations interétatiques, dans le cas des traités et donc des compétences qui lui sont allouées. Ce n'est pas l'Union européenne qui décide des titres de séjour, des régularisations et des naturalisations. Mais en revanche, l'Union européenne gère la question de la répartition des migrants qui demandent le droit d'asile, et uniquement pour décharger les pays qui sont en première ligne, comme par exemple Malte, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et autres. Effectivement, pourquoi ces pays devraient-ils gérer l'intégralité des migrants, parce qu'ils sont à la frontière de l'Union européenne, et pas les autres? Donc il y a l'idée que ces pays demandent une assistance collective, une aide collective. Voilà. Bon. On pourrait trouver une autre politique migratoire, mais pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là encore, quand on dit la Commission impose des migrants aux États, impose est un terme exagéré, mais effectivement, il y a l'idée de demander aux États une participation à cette gestion collective. Donc, mais ça représente très peu. Ça représente 5% peut-être, grand maximum du flux. Et tout est à l'avenant. C'est-à-dire qu'on prête à l'Union européenne un pouvoir exorbitant. Elle a quelques pouvoirs, c'est vrai, mais très limités dans des domaines qui ne sont pas régaliens, et rien d'autre. Lorsqu'on entend, par exemple, les figures nationalistes ou souverainistes à la Le Pen nous expliquer à la télévision que s'il y avait une armée européenne, eh bien Ursula von der Leyen aurait envoyé des soldats français et allemands en Ukraine, c'est absolument ridicule. C'est bien évident que s'il y avait une armée européenne, ce n'est pas la Commission qui la gérerait. Et de toute façon, chaque pays resterait souverain sur cet aspect. Si on voulait vraiment une armée européenne, il faudrait un État européen, et ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, disons les choses clairement,
l'Union européenne n'est pas plus démocratique ou moins démocratique que les États. Son fonctionnement est différent, mais ça reste fondamentalement comparable. Donc, il y a un mode de scrutin, il y a des scrutins qui se déroulent, et à l'issue de tout cela, il y a des gens qui sont en place. Et si ces gens ne vous plaisent pas, eh bien, il ne fallait pas voter pour eux, ou pas voter pour des partis qui les soutenaient, ou convaincre les autres électeurs de voter autrement. Voilà. Elle pouvait être battue, Madame von der Leyen. C'est ça qu'il faut comprendre. Si c'était une dictature, elle est imposée, puis on ne peut rien y faire. Mais rien n'empêchait qu'elle soit entravée. Elle pouvait l'être à tout moment. Elle pouvait l'être par les chefs d'État et de gouvernement, mais même Orban qui avait dit voter contre s'est abstenu, et elle pouvait l'être par les parlements européens. Voilà, tout simplement. Et dès le départ, elle aurait pu l'être par le PPE, qui aurait pu dire non, on n'en veut pas comme chef de file. Bon, voyez. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un peu technique tout ça, évidemment, mais il faut bien comprendre les choses telles qu'elles fonctionnent. Donc quant aux accusations donc vis-à-vis de Madame von der Leyen, sur laquelle elle serait une sorte de dictateur qui déciderait de tout en Europe, sont tellement fantaisistes, et évidemment derrière, il y a aussi des accusations grotesques où elle est nazifiée parce qu'elle est allemande, donc, et on lui prête des ancêtres particulièrement militants dans un parti totalitaire allemand bien connu, et autres. La situation allemande est bien évidente, c'est qu'il est difficile en Allemagne de trouver des gens qui n'ont pas des grands-parents qui ont été engagés dans les années sombres. Hein. Ça n'a aucun sens de reprocher à un fils ou un petit-fils les engagements passés d'un grand-père, par exemple. Donc c'est idiot. C'est cette pratique lamentable de faire porter aux descendants les fautes des ascendants. Ben non, ça ne fonctionne pas, ça. Et donc, évidemment, tous ceux qui comparent l'Union européenne à l'Union soviétique ou à une forme au Troisième Reich racontent n'importe quoi. C'est d'ailleurs de la diffamation, mais l'Union européenne ne les envoie pas au tribunal pour cela. C'est n'importe quoi. Et c'est simplement une méconnaissance totale, volontaire ou involontaire, c'est-à-dire une désinformation volontaire ou une désinformation par méconnaissance du fonctionnement de l'Union européenne. Le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas assez démocratique à mes yeux, ça c'est évident, mais le fonctionnement de l'État français ne l'est pas non plus. Et de ce point de vue-là, les Américains peuvent nous donner quelques leçons de démocratie au niveau local, par exemple. La Suisse également avec ses votations. Il faut aller vers plus de démocratie. Mais là aussi, le problème des souverainistes est toujours le même, c'est-à-dire qu'ils dénoncent l'Union européenne comme non démocratique, et j'ai montré que c'était bien plus compliqué que ça, et qu'elle était finalement assez démocratique, mais surtout ils ne veulent pas qu'elle le devienne. C'est-à-dire que le drame, le piège est là, c'est que ça les arrange de laisser croire qu'il n'y a pas de démocratie à l'Union européenne. Mais si on leur dit, bon, bah écoutez, pas de problème, on va mettre une vraie démocratie européenne, un État européen avec des élections, les gens décideront à tous les niveaux, ah non, on ne veut pas d'Europe politique. Alors n'accusez pas l'Union européenne de ce qu'elle est. Vous l'avez voulu comme ça, vous les souverainistes. Vous vouliez que l'Union européenne soit impotente, elle l'est. Vous vouliez une Europe des États, vous l'avez. Voilà votre Europe des nations. Ça s'appelle l'Union européenne actuelle, et ça ne fonctionne pas. Pas bien en tout cas.